je vous propose immédiatement de passer à la prochaine candidate, puisque encore une fois, j'ai le plaisir d'interviewer une femme, ce qui est assez rare en politique pour être souligné. Donc, tout de suite, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui est diplômé d'HEC Paris et de l'École nationale d'administration, dont elle est sortie 2e en 1992. Elle est ancienne enseignante de droit constitutionnel ici même à Sciences Po. Elle est aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle conduit la liste UMP en Ile-de-France où elle souhaite apporter de nouvelles réponses aux questions des Franciliens. Et je vous demande tout de suite d'accueillir Madame Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Sciences Po TV et de venir témoigner de votre candidature, ici même sur le plateau des régionales. Alors, tout de suite, on rentre directement dans le vif du débat. La question qu'on pose à tous les candidats, si vous aviez une mesure phare à retenir dans votre programme, quelle serait cette mesure ? Ce serait de mettre le mot service au cœur de la politique de la région. Service et notamment dans les transports en commun, parce que la galère des transports en Ile-de-France, c'est pour moi, j'allais dire, le fiasco de la majorité sortante. Service, ça veut dire des trains qui arrivent à l'heure, ça veut dire des gares où on trouve toutes sortes de commerces, parce que quand on part le matin à 7h du matin et qu'on rentre le soir à 7h du soir, que tout est fermé quand on part, que tout est fermé quand on rentre. On a besoin de trouver dans sa gare des services, on a besoin d'y trouver des crèches, on a besoin aussi d'avoir des trains qui soient confortables. Bref, galère des transports, un plan d'urgence, qualité de service dans les transports en Ile-de-France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu plus en détail ce que vous comptez mettre en place justement pour instaurer ce service de qualité minimale pour les transports ? De qualité maximale, vous voulez dire? Maximale, hein. Ah oui, parce qu'on a un parti socialiste et un parti communiste qui ont voté contre le service minimum dans les transports, puisque nous avons fait une loi pour le service minimum dans les transports, qui a quand même amélioré singulièrement la vie des Franciliens en temps de grève. Et on a une opposition qui a voté contre ce service minimum. Mais je crois que c'est cette question clé du service. À quoi sert une région? Qu'est-ce que c'est un président de région pour moi? Un président de région, c'est un capitaine qui, avec son équipage, fait avancer un bateau en essayant d'améliorer tous les jours la vie quotidienne de ses passagers. Et c'est en même temps quelqu'un qui, dans la tempête, c'est-à-dire dans la crise économique, va les protéger. Il va les protéger dans la tempête. Et puis c'est aussi quelqu'un qui voit loin et qui va les mener à bon port. Et voir loin, pour moi, c'est soutenir un projet qui est un projet enthousiasmant, que vous ne connaissez peut-être pas tous et sur lesquels vous n'avez pas forcément d'idées, mais que je veux bien vous exposer en détail, qui s'appelle le Grand Paris. Parce que le Grand Paris, là encore, c'est toujours ce mot service, c'est pour ça que j'en parle. Le Grand Paris, c'est de dire, il n'y a plus une frontière artificielle entre les Parisiens à l'intérieur du périphérique et les Parisiens à l'extérieur. Il n'y a plus cette frontière artificielle du périphérique. On va la surmonter. Et on va donner à tous les Franciliens, qu'ils habitent à l'intérieur du périphérique ou qu'ils habitent à l'extérieur du périphérique, la même qualité de service, la même qualité de transport, la même qualité de sécurité, la même qualité d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les emplois, vous le savez, ils sont à l'ouest, ils ne sont pas à l'est. La sécurité, elle est très bien assurée dans Paris Intramuros, beaucoup moins en petite couronne. La formation, la qualité de formation, les possibilités d'éducation, à Paris Centre, oui, à l'extérieur, non. Donc je crois qu'il faut vraiment faire ce Grand Paris et que ce Grand Paris, c'est un projet qui donnera à chaque Francilien la même qualité de vie, la même qualité de service que ceux qui sont dans Paris Intramuros. Et c'est un vrai défi, c'est donner une identité à la région, une vraie identité à la région. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous invite à passer à notre... j'ai envie de dire petit jeu, c'est pas réellement un jeu puisqu'on est quand même dans un débat, mais quand même, on a le droit un peu de s'amuser en parlant de politique, je crois. Alors je vous invite, à côté de vous, il y a un bocal avec quelques feuilles, beaucoup moins puisque d'autres candidats sont passés avant vous. Je vous invite à en tirer une au hasard et à me la donner. Ah, c'est moi qui la lis. Merci. Ça me rappelle le grand oral de Sciences Po. Exactement, d'ailleurs c'est le grand oral. En fait, je suis membre du jury. Que j'avais failli rater. Eh ben... Parce que Richard Descoings était au jury et qui voulait absolument pas de moi. Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous propose, il nous reste 1 minute 30 dans cette première partie. Découvrons donc cette question. La vérité, c'est que ça s'était bien passé. Eh bien, très angoissant. félicitations. Passons à cette question qui est une question transport. Justement, on en parlait, ça tombe bien. Question difficile. Pascal, Sylvie et leurs 3 enfants, Jimmy, Ernest et Joséphine, rentrent des vacances. Quel moyen de transport s'avère le plus rentable, économiquement parlant, pour eux de se rendre de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à la gare Montparnasse? Alors, s'ils font Roissy-Charles de Gaulle-Montparnasse, bah, ils prennent économiquement ou écologiquement. Économiquement. On traitera d'écologie après, si vous voulez. On traitera d'écologie après. Bah, ils prennent le RER B. Et je suis obligé de vous dire que malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ah bon? Quel est économiquement? Économiquement, absolument. Puisque un ticket de RER de la gare de Roissy-Charles de Gaulle à la gare Montparnasse coûte 8,70 € par personne. Il sera donc économiquement rentable pour 5 personnes de prendre le taxi. Ah oui, j'avais pas compté 5 personnes, d'accord. Mais vous êtes sûr que non mais attendez, stop. Excusez-moi. Vous êtes sûr que vous arrivez à faire entrer 5 personnes dans un taxi? Il n'y a pas beaucoup de taxis qui prennent 5 personnes. Il existe... C'est 2 taxis. Non, il existe 5 des personnes, espaces. c'est 2 taxis. Les espaces contiennent jusqu'à 7 places. Oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace dans les taxis parisiens. Sauf si vous voulez mettre fin au monopole des taxis parisiens. Mais ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas mon projet. Quoi qu'il en soit, merci. On a fini la première partie. On n'a même pas entendu le gong tellement le public est chaud. J'aime ça. Je vous propose tout de suite de passer à notre deuxième étape. Qui est l'étape du panel. Alors, le panel a des questions à vous poser, et je me tourne tout de suite vers Cyriac, qui a une question à vous poser. Bonjour Madame Pécresse, je suis étudiant en 4e année. Peut-on sérieusement vouloir renforcer la sécurité dans les lycées quand le gouvernement supprime des dizaines de milliers de postes? Merci. On laisse répondre à la question, s'il vous plaît. Merci. C'est une question légitime. Simplement, il y a 2 choses différentes. Il y a les professeurs et puis il y a les surveillants. Moi, j'ai une trop haute idée de la mission d'un professeur pour estimer que son rôle, ça doit être de la surveillance. Aujourd'hui, dans un lycée, vous avez les enseignants, et c'est vrai que nous avons supprimé des postes d'enseignants, nous avons réorganisé les études dans les lycées, et c'est vrai que nous avons supprimé des enseignants, et notamment dans un certain nombre d'options, parce que la réforme du lycée de Luc Châtel, c'est renforcer les fondamentaux au lycée, et c'est plutôt essayer d'avoir des blocs de fondamentaux et du soutien personnalisé. C'est ça la réforme de Luc Châtel. C'est on arrête d'avoir 100 options différentes au baccalauréat, ce qui est quand même une spécificité française, d'avoir énormément d'options différentes au baccalauréat, d'avoir un lycée qui coûte 20% de plus que la moyenne des autres lycées, et en revanche, qui fait arriver les jeunes au baccalauréat avec, j'allais dire, dans les études internationales, un niveau qui est juste dans la moyenne. Donc l'objectif de la réforme du lycée, c'est on renforce le socle et on fait du soutien personnalisé. Mais tout ça dans le même volume horaire. Pourquoi dans le même volume horaire? Parce qu'on aurait pu dire on va faire des heures supplémentaires pour le soutien personnel dans les lycées. Si on est déjà les écoles qui avons les horaires les plus chargés. Et il faut arrêter le bachotage. Ça sert à rien le bachotage. Moi, j'étais très favorable à la réforme du bac en 2005. Alors peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont combattu, mais je vous le dis, on est l'un des seuls pays à avoir une dizaine d'épreuves au baccalauréat. Dans la plupart des autres pays, à 6 épreuves, on juge le niveau d'un élève. Et il vaut mieux avoir 6 épreuves qu'on maîtrise bien, où on fait pas du bachotage, mais vraiment de l'apprentissage de fond. Et ça, évidemment, ça permet de supprimer un certain nombre de postes de profs. En revanche, sur les postes de surveillants, on en a créé. Au plan national, on en a créé 3800 cette année, 3800 médiateurs supplémentaires dans les lycées. Donc il ne faut pas mélanger. Il y a les profs, il y a les enseignants, et puis il y a les postes de surveillance, c'est pas la même chose. Alors, pour venir à votre question, c'est évident que le volet sécurité des lycées, il y a plusieurs composantes. Il y a d'abord la protection du lycée contre les intrusions. C'est la clôture du lycée et c'est éventuellement de la vidéoprotection à la porte du lycée. Ça, c'est important. Il faut le faire aujourd'hui. Il faut le faire en Île-de-France parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a des bandes qui font des intrusions dans les lycées d'Île-de-France. Donc, il faut le faire. Et dans certains lycées, on l'a pas fait. À Vitry-sur-Seine, la clôture n'avait pas été faite alors qu'il y avait un audit de sécurité. Il faut faire ces clôtures. Et ça, c'est le rôle de la région.
Après, il y a la question des abords des lycées. Parce que si on clôture le lycée, on peut effectivement protéger le lycée, mais après, il y a tout ce qui se passe juste devant la porte. Et vous savez que beaucoup d'agressions ont lieu non pas dans le lycée, mais juste devant la porte. Et puis, il y a la question de la présence humaine dans le lycée. Et là-dessus, je vais peut-être vous surprendre, mais sur la question de la présence humaine dans le lycée, moi je suis favorable à ce que la région Île-de-France, qui avait promis en 2004 de créer 10 000 emplois jeunes, qu'elle n'a pas créé, elle en a créé moins de 5 000. Je suis favorable à ce que ces emplois jeunes, qu'elle nous repropose encore dans son programme de 2010, qu'elle n'a pas réussi à créer, donc il faudrait peut-être quand même qu'elle réussisse à les créer avant de les reproposer, bref, ces 5 000 emplois jeunes qu'elle n'a pas créés, je suis prête à dire qu'on en fasse des surveillants tuteurs régionaux. Pourquoi ? Parce qu'on est en période de crise, que les emplois aidés en période de crise, c'est la réponse, c'est une des réponses, c'est un vrai matelas de protection contre la crise. Je ne dirais pas ça si on était en période de croissance à 3%. Je ne dirais pas ça si on était en période de croissance à 3%. Si on était en période de croissance à 3%, je dirais, plutôt que de faire des emplois jeunes, faisons des vrais emplois dans le secteur privé. Aujourd'hui, je suis une pragmatique. Je dis ces 5 000 emplois jeunes que la région n'a pas créés, ces emplois tremplins, mettons-les comme surveillants tuteurs dans les lycées. Comme ça accroîtra la présence humaine, en plus de ceux que Luc Châtel a créés. Merci. Très rapidement, une deuxième question de la part de Thibault. Mais c'est des sujets, les lycées, c'est un sujet pour moi mais Thibault a une question très important. Bonjour Madame Pécresse. Donc vous parlez de faire de la vidéoprotection, de la clôture de lycée, vous parlez d'améliorer les transports, donc tout cela a un coût. Et dans le même temps, vous annoncez que vous n'allez pas augmenter les impôts locaux. N'est-ce pas paradoxal ? Merci. Très rapidement, s'il vous plaît, madame. Alors d'abord, il y a une question aussi de redéploiement des dépenses. Un certain nombre de dépenses sont très saupoudrées. Si vous regardez le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la formation professionnelle de la région, il dit qu'on a énormément augmenté le budget de la formation professionnelle, ce qui est plutôt un bien, mais il explique que il y a absolument pas de tableau de bord pour savoir où il y a des places vides, où il y a des débouchés. Moi, je voudrais savoir pourquoi, par exemple, la région paye un CAP de fleuriste 3 000 € à un centre de formation et 12 000 à un autre centre de formation. Vous allez vérifier, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire de bonne gestion. Je pense qu'il y a un autre effort à faire qui est un effort à faire, qui est un tabou à briser. Alors, on veut le briser ou on veut pas le briser. C'est celui du partenariat public-privé. On peut construire un certain nombre de choses en partenariat public-privé. C'est ce que je fais à l'université. À l'université, mon opération campus, dont d'ailleurs Assas est bénéficiaire et Sciences Po va être bénéficiaire rue des Saints-Pères bientôt, et Paris 5, la fac de médecine aussi. Il faut qu'on respecte l'égalité de temps. Alors, pardon, excusez-moi. Bon. Non, mais le partenariat public-privé, ce qui est intéressant, c'est que ça s'amortit sur 30, 50 ou 70 ans. Et on paye des loyers. C'est-à-dire qu'au lieu de payer cash tout de suite tout l'investissement, eh bien, on le répartit sur 30 ou 40 ans. Et en matière de transport, les transports s'amortissent sur une très très longue durée. Un métro, ça s'amortit sur 50, voire sur 100 ans. Donc on peut, en changeant les partenariats et en faisant des économies sur un certain nombre de dépenses que la région fait et en la recentrant sur ses compétences, au cœur de compétences et pas en saupoudrant tout. Pas moi qui dis qu'elle saupoudre, c'est Madame Duflot qui dit qu'elle saupoudre. En faisant ça, on peut réussir à ne pas augmenter les impôts. Merci. On va passer tout de suite avec Benoît qui va nous rejoindre. Je vais même lui céder mon micro. Merci. On va tout de suite passer aux questions de la salle. Alors j'invite les personnes qui souhaitent intervenir à lever la main. Je sais qu'il y a une question de l'UNEF et je vais leur laisser la parole parce qu'ils l'avaient demandé. Il y en aura également une du MET, qui sont les deux syndicats étudiants à Sciences Po, histoire d'être équitable. Nous vous rappelons bien sûr que nous traitons des régionales. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Madame Pécresse. J'ai lu dans votre programme assez interloqué vous vouliez multiplier par 2 le nombre de logements étudiants. Je trouvais ça assez intéressant dans la mesure où vous savez comme moi que la situation du logement est préoccupante en Île-de-France. Il y a 7% des étudiants qui sont logés en CTU actuellement. C'est très peu. En tant que ministre, en plus, vous n'avez pas tenu vos engagements. La CTU Jean Zay, qui est la plus grande CTU d'Europe, je le rappelle, qui fait 2100 chambres, qui représente environ 16% du logement étudiant en Île-de-France, est actuellement menacée de destruction. Très rapidement. Aujourd'hui, il y a un projet qui a été voté par la communauté d'agglomération, Monsieur Devedjian, je crois que vous le connaissez un petit peu, un plan de destruction de 819 chambres, c'est 819 étudiants qui vont se retrouver à la rue puisque aucune construction n'a été actée pour l'instant ni n'a été réalisée. En tant que ministre, vous n'avez pas tenu vos engagements quant à la réalisation du plan Ancio puisqu'il manque plus de 10 000 constructions, plus de 17 000 rénovations.
En tant que candidate, comment pouvez-vous être crédible sur la question du logement quand vous dites que vous voulez doubler le nombre de logements étudiants, quand vous dites que vous voulez construire 70 000 logements en Île-de-France? Je vous remercie. On va écouter la réponse de Madame Pécresse, s'il vous plaît. La vérité est un petit peu différente. La vérité, c'est que en 3 rentrées, on a construit et rénové dans notre pays 30 000 chambres de logement très social étudiant. Je dis très social parce que je sors le social étudiant. Le social étudiant n'est pas du logement Crous. Je parle du très social étudiant. 30 000, c'est historique. Jamais aucun gouvernement en 3 rentrées n'a sorti 30 000 nouvelles chambres Crous. Alors, c'est vrai qu'il y a une montée en puissance des engagements du plan Ancio, puisque le plan Ancio date de 2005, une montée en puissance progressive. C'est vrai qu'au départ, on est parti, je pense, à 6 000 chambres par an, et cette année, on atteint les objectifs d'Ancio, puisqu'on est à 12 000 chambres par an. Cette année, en 2010, on sera à 12 000 chambres par an. C'est vrai que c'est dur, ça a été dur, que j'ai pris le dossier en cours de route, j'ai pris le dossier en cours de route, on a accéléré les choses de manière spectaculaire. Sur la cité U d'Antony, on va livrer cette année 800 chambres nouvelles dans les Hauts-de-Seine avant même d'avoir touché à quoi que ce soit de la cité U d'Antony. La cité U d'Antony, je rappelle, qu'il y a 2000 effectivement chambres, mais, ce qui est important, c'est que une partie de ces chambres sont vétustes, sont amiantées et sont insalubres. La commission de sécurité est venue et elle a demandé qu'on retire de la location au Crous des centaines de chambres de la cité U. Alors on avait 2 solutions. Soit on rénovait cette architecture de bar, qui est une architecture qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui est une architecture où les chambres font 9 mètres carrés, où il y a une douche pour 4 chambres, où les sanitaires sont au fond du couloir. C'est une architecture qui n'est plus digne des étudiants. Alors ce que j'ai fait, d'abord, il faut savoir qu'il y a une loi de 2004. Rapidement pour une Oui, mais question attendez, il faut après. que j'explique parce que c'est trop rapide de dire qu'on détruit. Mais oui, mais En 2004, en 2004, il y a une loi qui a donné la propriété de la résidence d'Antony à la communauté des Hauts-de-Bièvre. La communauté des Hauts-de-Bièvre, excusez-moi de vous dire que c'est pas Patrick Devedjian, que c'est un monsieur qui s'appelle Georges Siffredi. Monsieur Devedjian est patron du département des Hauts-de-Seine, mais c'est pas grave. Donc, en 2004, la loi a donné la propriété de la résidence à la communauté des Hauts-de-Bièvre, c'est une loi de décentralisation. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'acceptais pas de transférer la propriété à la communauté d'agglomération si je n'avais pas un engagement signé du département des Hauts-de-Seine de construire pour chaque logement qui détruirait 1,2 logements nouveaux et de le construire préalablement. Et ces 1,2 logements nouveaux, ils font plus 9 mètres carrés, ils font 14 mètres carrés, ils ont un bloc sanitaire, une douche et des toilettes individuelles. Et c'est déjà le cas. On va en sortir 800, il y en a 1000 qui sont financés pour l'année prochaine. J'ai 3000, un engagement du département des Hauts-de-Seine de construire 3000 nouveaux logements étudiants sur le département dans les 6 ans. C'est à cause de ça que j'ai accepté et c'est grâce à ça que les étudiants des Hauts-de-Seine vont être beaucoup mieux logés. Et j'ajoute qu'on a sorti 6 nouvelles résidences cette année en Île-de-France et que j'ai un magnifique projet dans le cadre du Grand Paris et des régionales qui, avec Jean-Michel Villemotte, le très grand architecte que vous connaissez peut-être, c'est de faire des résidences flottantes étudiantes. C'est ce qui se fait aux Pays-Bas parce que le problème du coût du logement étudiant, c'est le problème du terrain. Et avec les résidences flottantes, on peut avoir du logement étudiant qui sort à 1 000 € le mètre carré. Et du coup, c'est 2 fois moins cher que du logement étudiant normal. On utilise tous les fleuves, la Seine, la Marne, les canaux. Et on fait comme aux Pays-Bas. Et en quelques années, on a changé le logement étudiant en Île-de-France. Alors, On va prendre quand même on va prendre une deuxième question parce qu'il y en avait beaucoup dans la salle, mais je vous demandais d'être très brève. Dans les Il réponses. faut être créatif. Oui. Voilà, les questions du MET pour être équitable. Alors justement, donc je vais vous poser une question au nom du mouvement des étudiants. Donc j'aimerais vous interpeller sur un point particulier qui est la question des bibliothèques universitaires. Alors satisfait de la hausse des budgets justement de l'enseignement supérieur, 15 milliards dans le cadre de Grand Emprunt, 30 000 nouveaux logements, 50 000 nouveaux boursiers. Maintenant, il y a un nouveau problème, Madame Pécresse, qui date depuis assez longtemps. C'est la question justement des bibliothèques universitaires. Vous avez annoncé un plan de modernisation de nos BU la semaine dernière, et je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourra enfin avoir des bibliothèques ouvertes 7 jours sur 7 de 8h à minuit, et surtout des bibliothèques dignes de notre enseignement supérieur. Quels moyens allez-vous allouer à ce plan et quand est-ce qu'on le verra mis en œuvre? Voilà, merci beaucoup Madame Pécresse.
c'est une question intéressante que vous pourrez poser aussi à Jean-Paul Huchon, parce que c'est dans le cadre de l'opération Campus qu'on va réaliser ça. Et pour l'instant, la région Île-de-France est l'une des seules régions de France à ne s'être pas engagée formellement à verser avec la ville de Paris 1 euro pour 1 euro d'argent de l'État pour l'opération Campus. Dans toutes les autres régions de France, on a obtenu que les collectivités locales s'engagent à financer l'opération Campus à la même hauteur que l'État. L'État va dépenser à peu près 4 milliards d'euros pour l'opération Campus sur l'Île-de-France, 2 milliards en dotation en capital, qui seront donnés pour les universités pour qu'elles puissent ensuite financer leurs investissements, et puis 2 milliards en crédit budgétaire. Alors, sur les bibliothèques, tout de suite, immédiatement, on a dégagé une enveloppe de 15 millions d'euros et on a demandé à toutes les universités de se mettre ensemble dans le cadre des presses. Vous savez que je viens de marier Sciences Po avec Paris 5, Paris 7, Ville-Tanneuse. C'est ça le grand pari de l'université. C'est d'avoir Paris 13 qui soit dans un vrai partenariat avec Sciences Po, l'INALCO. Vous allez devenir le premier pôle européen universitaire. Ça s'appellera l'université Paris-Cité. Sciences Po sera dedans. Vous êtes les modèles de rassemblement grande école université. Mais pour faire ça, il faut faire des bibliothèques interuniversitaires. Et les bibliothèques interuniversitaires, c'est des bibliothèques... Alors j'ai aussi augmenté les silos à Marne-la-Vallée pour stocker les livres, de façon à ce que vos bibliothèques du XXIe siècle deviennent ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire des lieux d'études. Je ne sais pas traduire aujourd'hui en français Learning Center. On n'a pas de mots pour traduire Learning Center. Mais une vraie bibliothèque moderne du XXIe siècle, elle est ouverte tôt le matin, elle ferme tard le soir, et dedans, on peut étudier. Et j'ai un projet de pont habité sur la Seine, dans le cadre du Grand Paris et des régionales, pour faire le plus grand Learning Center d'Europe, et qui pourrait être un Learning Center pour Paris-Cité, avec vue sur Notre-Dame. Merci beaucoup. On va immédiatement passer aux questions de notre partenaire rue 89, questions d'internautes cette fois et non plus de la salle. Alors oui, je vais passer tout de suite le micro à Julien Martin, qui est journaliste pour rue 89, et à tous les internautes qui nous suivent sur rue 89 en direct. Merci, bonjour Madame Pécresse. On vient d'apprendre à l'instant de la part de la procureure de la République, Marie-Thérèse de Givry, qu'au moins 2 des accusations alléguées par Francis Delattre et concernant Alice Soumaré sont fausses, sont erronées. Il y a un problème de date de naissance rien que sur les jugements. Et notamment, c'est l'accusation la plus grave qui datait de 2007 pour vol aggravé avec violence et usage de cartes de paiement contrefaites. Quelle est votre réaction et comptez-vous prendre des sanctions à l'encontre de Francis Delattre qui devrait certainement se faire condamner pour diffamation dans cette affaire? Alors, sur cette question, j'ai dit très clairement que si les accusations et les condamnations qui étaient alléguées par Francis Delattre étaient fausses, je les condamnerais. Donc j'attends d'avoir la vérification de tout ce que vous êtes en train de me dire. Si les condamnations qui ont été alléguées contre Alice Soumaré sont fausses, je condamnerai la démarche de Francis Delattre et je le dirai. Je rappelle que Francis Delattre est maire de Franconville, qu'il ne fait pas partie de l'équipe UMP au régional. Il était soutenu par Axel Poniatowski qui était tête de liste dans le Val d'Oise, UMP. Eh bien, je condamnerai la démarche. Si les allégations sont fausses, je l'ai dit, je les condamnerai. Voilà, Marie-Thérèse de Givry, la procureure de Pontoise, a parlé en direct sur France Info. Voilà. Merci. Une deuxième question ? Une deuxième question. Condamnez-vous, Madame Pécresse, soutenez-vous la proposition de Monsieur Lefebvre en matière de sécurité dans les transports, qui propose un pacte État-région visant à créer, je cite, au moins un wagon équipé en matière de sécurité qui puisse être ouvert, notamment la nuit, assez largement aux femmes, aux personnes vulnérables, avec un lien direct avec les forces de police. Écoutez, non seulement je le soutiens, mais je pense que c'est absolument essentiel qu'on réussisse à trouver un équilibre entre la protection des libertés publiques et la protection de la sécurité. C'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes en Île-de-France qui ne veulent pas être vidéoprotégées. Et puis il y a des personnes qui ont envie de l'être, parce qu'elles se sentent pas en sécurité. Et je pense que pour assurer cet équilibre entre liberté publique et protection, il faut qu'il y ait un certain nombre de wagons qui soient vidéoprotégés et un certain nombre d'autres qui ne le soient pas, de façon à ce que ceux qui ont envie de se déplacer sans être filmés par une caméra puissent l'être. Ça s'appelle la protection de la vie privée. En même temps, je sais, parce que je me suis rendue dans tous les départements d'Île-de-France, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent vulnérables dans les transports en commun et qui ont envie d'avoir des wagons vidéosurveillés, mais pas seulement une caméra qui enregistrerait, parce qu'une caméra qui enregistre, ça rassure personne, un vrai pacte
entre l'État, la police des transports et la région, de façon à ce que cette vidéoprotection, elle soit reliée directement à la police des transports et qu'on puisse intervenir. Vous savez qu'on a fait le grand pari de la sécurité. Le grand pari de la sécurité, c'est quoi? C'est la possibilité pour... aujourd'hui, c'est le préfet de police de Paris qui est désormais responsable pour la sécurité dans toute la petite couronne et la possibilité d'intervenir dans la petite couronne pour protéger. Je vous assure que, élu de la grande couronne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont peur de rentrer chez eux tard le soir, dès que les wagons sont vides et qu'ils demandent cette vidéoprotection. Mais, je le dis, des wagons vidéoprotégés, oui, des wagons sans caméra aussi. Merci. Une dernière question, nous avons le temps. Quelle serait votre priorité entre rénover le réseau métropolitain et installer cette vidéosurveillance? Oh, vous savez, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même coût. Justement, on peut pas engager toutes les dépenses en même temps. Non, j'ai dit un grand plan qualité de service. Un grand plan qualité de service, il se chiffre malheureusement pas en dizaines de millions d'euros. La vidéosurveillance, la vidéoprotection se chiffre en dizaines de millions d'euros. Le plan qualité de service dans les transports que j'appelle de mes vœux, c'est des aiguillages, c'est de la signalisation, c'est des nouvelles rames, c'est un investissement de l'ordre d'1 milliard d'euros. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. La sécurité fait partie pour moi de la qualité de service. Parce que ça sert à rien d'avoir des trains qui sont propres, ponctuels et qui arrivent à l'heure si certains usagers ne veulent pas les prendre parce qu'ils ont peur et préfèrent continuer à prendre leur voiture. Donc il faut qu'on ait les deux. Mais c'est pas les mêmes ordres de grandeur du tout. Merci beaucoup. Là, il nous restait un peu de temps, mais on va passer à la question suivante puisque vous nous aviez pris un peu de temps avant. Donc, je vous propose tout de suite de passer déjà à la dernière partie de ce 5x5. Alors, c'est la partie de confrontation, j'ai envie de dire, mais c'est pas réel puisqu'il y a personne d'autre pour se confronter à vous. Mais il y a quand même un cahier et dedans il y a une question. Et dans cette question, elle est parfois confrontante. Donc, je vous invite à ouvrir ce cahier et à nous lire la question qui vous a été laissée par Monsieur Gron du NPA. Et à y répondre, bien sûr. Alors, vous distribuez une dizaine de milliards d'euros à une dizaine d'universités dites d'élite, alors même que le monde étudiant vit dans la précarité, est obligé de travailler pour étudier. Comment justifier un tel scandale? Je crois que c'est une vision extrêmement caricaturale des choses. D'abord parce que cette dizaine de milliards d'euros n'a pas encore été distribuée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai distribué? Qu'est-ce que j'ai distribué depuis... Qu'est-ce que j'ai distribué depuis 3 ans? Depuis 3 ans, j'ai augmenté d'1,8 milliard le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai augmenté d'1,8 milliard, donc 1 milliard le budget des universités et 800 millions le budget de la recherche. Et sur ce milliard de budget pour l'université, on a fait dedans des réformes qui sont des réformes de vie étudiante. On a augmenté de 90 000 par an le nombre de boursiers. On a augmenté de 13% les bourses des étudiants les 100 000 étudiants les plus défavorisés. On a augmenté de plus de 6,5% toutes les bourses. On a fait des centaines de milliers d'heures d'emploi étudiants pour que les étudiants puissent travailler sur le site de leur université. On l'a fait, je l'ai dit, 30 000 nouvelles rénovations de chambres de logements étudiants. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il faut donner aux universités les moyens aujourd'hui, parce elles ont été sous-dotées depuis 20 ans. Il faut leur donner aujourd'hui les moyens de se développer. Sauf que ce qui est faux dans la question, c'est on me dit vous allez donner ça, 10 milliards à une dizaine d'universités. Mais non, je veux regrouper l'ensemble des universités françaises et des grandes écoles dans une dizaine de grands pôles universitaires. Donc je vais donner ces milliards à tout le monde, mais simplement mon travail. Après l'autonomie des universités, c'est les alliances. Je vous ai parlé de l'université Paris-Cité. Vous n'êtes plus Sciences Po, excusez-moi de vous le dire, vous vous en êtes pas encore rendu compte. Vous êtes Sciences Po dans l'université Paris-Cité. Et l'université Paris-Cité, c'est peut-être le Cambridge, le Harvard ou le Heidelberg de demain. Et c'est ça, et c'est une université pluridisciplinaire. Et c'est une université où les grandes écoles travaillent avec l'université, où le diplôme roi, c'est le doctorat, et où on est tiré par la recherche. Alors c'est vrai que ça va bousculer vos habitudes, mais une fois qu'on dit ça, ça veut dire que si je donne 1 milliard, supposons que je donne 1 milliard, pardon, si je donne 1 milliard,
c'est pas sûr. Si le jury international décide de donner 1 milliard au campus que vous formez, il le donnera certes à Sciences Po, il le donnera certes à Paris 5 à Axel Kahn, mais il le donnera aussi à Paris 7, c'est-à-dire à Tolbiac, il le donnera à Paris 3, c'est-à-dire à la Sorbonne, et il le donnera à Paris 13, c'est-à-dire à Bobigny-Villetaneuse. Donc vous voyez bien qu'on n'oublie personne. L'objectif, c'est que tout le monde se mette en réseau. Un autre grand pôle, c'est le pôle de Lyon, un autre grand pôle, c'est le pôle de Toulouse, un troisième grand pôle, c'est le pôle de Grenoble, un quatrième grand pôle, c'est le pôle de Lorraine. On est en train de marier Nancy et Metz, on est en train de marier Aix et Marseille. Donc la vérité, c'est qu'on est en train de reconfigurer tout le paysage pour qu'à terme, il y ait une dizaine ou une douzaine de grands pôles universitaires pluridisciplinaires. Parce que ce qui est en train de tuer notre système universitaire, c'est la séparation entre universités et grandes écoles. Et c'est aussi la séparation entre les disciplines. C'est pas normal que les sciences humaines soient dans une université, les sciences dans une autre, la médecine dans une autre, le droit et l'éco-gestion dans une autre. C'est ça qui est pas bien dans la situation française. C'est ça qui ne nous permet pas d'être classés dans le palmarès de Shanghai. Et c'est ça qui handicape l'université en matière de performance de recherche. Merci. Il nous reste 1 minute 9. Avant de vous laisser inscrire votre question, je vais vous demander un bref mot de conclusion. Et puis après, je vous laisserai remplir et nous quitter. Alors, on n'a pas du tout parlé d'une compétence de la région, qui est une compétence essentielle et je pense qui vous intéresse, qui est la compétence de la formation. La région a la compétence de la formation professionnelle. Et de ce point de vue, je pense qu'elle ne remplit pas son rôle. Parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est donner à chacun la réponse sur mesure à son problème. Il y a les jeunes décrocheurs qui échouent à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, qui sortent sans aucune qualification de l'école. Pour eux, il faut des écoles de la deuxième chance. Il y a des élèves de 16, 17 ans qui arrêtent leurs études parce que leurs parents n'ont pas les moyens de leur permettre de les poursuivre. Cela, c'est pas scolairement. Il faut leur permettre de pouvoir revenir à l'université ou dans les processus de qualification. Nous ferons des bourses spéciales pour qu'ils puissent passer le bac en cours d'histoire parce qu'ils ne peuvent pas être boursiers, parce qu'ils gagnent leur vie. Et puis, il y a la question de l'alternance. On est 16e région en matière d'apprentissage en France. Ça n'est pas normal parce que vous le savez, la barrière du premier stage, la barrière du premier emploi est absolument infranchissable pour un certain nombre de jeunes. Donc oui, nous doublerons l'apprentissage et l'alternance du CAP au bac pro, mais aussi du bac pro à bac plus 5, jusqu'aux grandes écoles en apprentissage, parce qu'il y a des jeunes qui n'osent pas les études longues, parce que justement, il faut qu'ils gagnent leur vie en faisant leurs études. Valérie Pécresse, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous laisse inscrire votre question pour monsieur Jean-Paul Huchon qui vous succédera. Et puis, je vous invite à nous quitter par la porte de droite. Merci encore, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Thank you.